Alors, Monsieur Minière, beaucoup de questions. Je vais vous demander d'y répondre de la façon la plus lapidaire possible, tout en étant le plus précis possible. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur les députés. Je vais essayer de les prendre peut-être un peu dans le désordre, je m'en excuse. Tout d'abord, je voudrais sortir d'une confusion. Il ne nous est pas demandé, dans le cadre des courriers qu'on a reçus de l'ASN, de mettre le parc à hauteur des réacteurs de génération 3, mais de viser d'avoir des objectifs de sûreté au regard des objectifs de sûreté de génération 3, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et c'est le sens des discussions que nous avons actuellement avec l'autorité de sûreté. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais signaler qu'il n'y a pas de génération 2 qu'on a laissé vieillir et qui, quelque part, sur lesquels on n'aurait fait aucune amélioration, et de génération 3 qui sont nettement plus meilleurs au niveau sûreté. Progressivement, compte tenu des améliorations que l'on a faites, les objectifs de sûreté se sont progressivement rapprochés des objectifs de sûreté de génération 3. J'en prenais qu'un exemple, par exemple, la probabilité de fusion du cœur en cas d'événement interne à l'intérieur des centrales existantes, grâce à ce qu'on a déjà fait en troisième visite décennale et ce qu'on va faire en quatrième visite décennale, la probabilité de fusion de cœur sera quasiment égale à celle de l'EPR. Donc progressivement, on voit bien que c'est une transition douce qui se fait et il n'y a pas un grand soir où on met tout, où on fait tout, et on a d'un seul coup génération 2 et génération 3 avec un step. Ce n'est plus exact. Deuxième chose, ce qu'il y a derrière les 55 milliards d'euros, je peux vous les donner assez facilement. C'est environ 10 milliards d'euros pour le déploiement des modifications post-Fukushima. 20 milliards d'euros d'investissement réalisés. Pour l'ensemble du parc. Pour l'ensemble du parc. 20 milliards d'euros. C'est 55 d'ici 2025 et au-delà. Je vais y revenir juste après. C'est 55 d'ici 2025, dont 10 pour le déploiement des modifications post-Fukushima. 20 milliards d'euros d'investissement réalisés lors des arrêts de tranche et notamment des visites décennales, notamment pour améliorer aussi le niveau de sûreté. 15 milliards d'euros pour la maintenance lourde des gros composants et 10 milliards d'euros au titre d'autres projets patrimoniaux parce qu'on sait qu'on a un certain nombre de choses, notamment en matière d'environnement, de risque incendie ou de risques qu'on appelle grand chaud, grand froid, sur lesquels il y a un certain nombre d'investissements à faire également. Donc c'est ça la décomposition des 55, puisque vous me l'avez demandé. Alors, pour faire écho à votre question de tout à l'heure, pourquoi on disait 10 dont 5, monsieur le rapporteur, vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'on avait commencé à travailler sur le programme durée de fonctionnement bien avant l'accident de Fukushima. On avait commencé à avoir des discussions avec l'autorité de sûreté dès l'année 2010, donc bien avant l'accident de Fukushima qui est en mars 2011. Et à cette occasion-là, nos conclusions nous conduisaient effectivement à se dire que pour faire la prolongation de la durée de fonctionnement, on aurait à rajouter des moyens d'électricité, à rajouter des moyens d'alimentation en eau, parce que finalement, un accident nucléaire se produit quand un réacteur n'est plus alimenté en eau et en électricité, et donc c'est donc les deux fonctions basiques qu'il faut renforcer. Et on avait déjà prévu de faire ça. Donc en fait, le Fukushima et les conclusions des évaluations complémentaires de sûreté nous ont conduit à confirmer qu'on devait faire ça, plus des choses complémentaires. C'est pour ça qu'on dit souvent 10 dont 5. Mais les 10 sont bien dans les 55 à faire d'ici 2025. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire après? Il y a effectivement des chiffres qui circulent après 2025. J'ai vu qu'effectivement, il y avait des chiffres qui circulaient dans la presse. Bon, il y a l'enquête de la Cour des comptes, donc on est en train de lui donner l'ensemble des éléments et l'ensemble de la trajectoire côté Cour des comptes qui travaille, si j'ai bien compris, pour votre commission d'enquête. Donc vous aurez accès à tout. Simplement un point pour situer les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des activités que l'on a à faire ou des remplacements qu'on a à faire sont autour de 25 à 35 ans, plutôt autour de 30 ans. Si vous regardez, la plupart de notre parc a été démarré entre 1980 et 1990. Les dernières tranches sont démarrées en 1992. 1992 plus 30 ans, ça fait 2022. Donc la plupart des grosses opérations, on les aura menées d'ici 2025. C'est pour ça qu'on fait un focus sur l'aspect jusqu'à 2025, parce que la plupart des opérations auront été menées d'ici là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres opérations à mener derrière, notamment sur des réacteurs 1300 MW qui sont un petit peu plus jeunes et qui seront plutôt à faire autour de 35-40 ans, mais la plupart des opérations seront bien concentrées sur cette période de temps. Sur le quatrième point que vous indiquiez, donc sur la capacité financière d'EDF, c'est notre projet industriel depuis longtemps. Encore une fois, depuis 2010, c'est notre projet industriel, même avant, depuis 2008-2009, c'est notre projet industriel d'aller et d'étendre la durée de fonctionnement de notre parc. Donc c'est pris en compte d'ores et déjà dans notre façon de voir l'avenir. Alors bien évidemment, ça doit s'accompagner de ressources financières en face, ressources financières qui sont conditionnées par la vente d'électricité sur les marchés, via l'AREN, via les tarifs. Enfin, c'est conditionné par un certain nombre
de points comme ça pour financer effectivement ce grand carénage. Mais globalement, et je rappellerai cette année les résultats de l'année 2013, je vous rappelle qu'en 2013, fin d'année 2013, un des éléments qu'on a donné également, c'est la baisse de notre endettement. Donc quelque part, je veux dire, on progresse et on finance le début en fait du programme, parce qu'il n'y a pas rien un jour et le grand carénage un jour, c'est progressivement qu'on est en train de rénover notre parc et d'améliorer sa sûreté. Cinquième point sur lequel vous êtes venu, sur les arrêts de tranche, est-ce qu'on n'est pas déjà en situation difficile sur les arrêts de tranche? Je crois que c'était votre question, monsieur Baupin, monsieur le rapporteur. Je voudrais simplement signaler les causes, revenir simplement sur le fait qu'effectivement les durées de nos arrêts en 2013 ont effectivement augmenté. Et ce fait est lié à plusieurs causes. Tout d'abord, une montée du volume d'activités amenées, c'est clair. Mais ces activités sont de plusieurs natures. Une montée des activités de remplacement de gros composants tels qu'alternateurs, transformateurs, générateurs de vapeur, c'est déjà commencé. Je rappellerai que c'est déjà commencé. Ce n'est pas elle qui, globalement, impacte la durée des arrêts. Par contre, grâce à ces activités, nous avons aujourd'hui une fiabilité de notre parc jamais égalée. Sur les 6 premiers mois de l'année 2013, nous avons eu la plus basse indisponibilité fortuite jamais rencontrée sur le parc nucléaire existant. On a également une montée des activités de modification. Et à ce stade, dans la mesure où ces modifications ont été instruites suffisamment en avance, il n'y a pas d'impact globalement sur nos arrêts. Et puis une montée de la maintenance courante, liée pour une partie à des exigences de fiabilité de nos équipements, mais aussi liée pour à minima 25% à des exigences supplémentaires de l'autorité de sûreté depuis 6 ans. C'est ce type d'activité qui conduit aujourd'hui à l'impact le plus important sur nos arrêts, que nous sommes en train de travailler dès 2014, afin de réduire progressivement le volume des activités menées.